Tu peux y aller. Eh bien, chers amis, nous allons parler aujourd'hui, et pendant a priori quelques séquences, quelques épisodes, nous allons parler d'un sujet épineux et un sujet d'actualité, c'est-à-dire, comme le titre l'indique, le Rabbi et l'État d'Israël. Le Rabbi et l'État d'Israël. Sujet évidemment complexe, sujet historique, mais sujet éternel et sujet actuel. Évidemment, le Rabbi a eu un rôle important dans l'État d'Israël. À une certaine époque, c'est le Rabbi qui a mis en place les gouvernements israéliens, qui les a fait tomber, qui les a relevés. C'est très peu connu dans le monde extérieur. C'est bien connu dans le monde politique israélien, pas forcément par l'israélien moyen, mais par les spécialistes de la politique israélienne, les politiciens eux-mêmes. Bon, tout le monde sait qu'en 1986, c'est le Rabbi qui a fait monter Shamir au pouvoir. Et en 1991, comme il l'a dit, c'est moi qui vais le faire descendre. Mais bon, pour comprendre bien la relation du Rabbi avec l'État d'Israël, c'est important de comprendre les racines du sionisme, les racines de l'État d'Israël, parce que vous savez que pour qu'un arbre possède de beaux fruits, fasse de beaux fruits, eh bien, il faut qu'il y ait des racines solides, des racines profondes. Alors, pour comprendre ce qui se passe actuellement en Eretz Israël, il faut comprendre l'histoire d'Eretz Israël et comprendre les raisons de l'idéologie du Rabbi, ce qu'on appelle en hébreu la Shita, la ligne de pensée du Rabbi au sujet de l'État d'Israël. Alors, si vous voulez bien, nous allons faire un flashback, un retour en arrière, pour expliquer d'abord quelles sont les racines de cet État d'Israël. Bon, évidemment, les racines de l'État d'Israël, elles sont dans la Bible. Hein. Comme l'a dit David Ben Gurion, qui a été le premier ministre de l'État d'Israël et qui en a été le grand artisan. Hein. C'était le grand homme d'État juif du XXe siècle qui a créé, entre guillemets, l'État d'Israël. Il n'a pas créé tout seul, évidemment, mais enfin, c'est lui qui a été le leader du mouvement sioniste qui a créé l'État d'Israël. On l'a demandé une fois à Ben Gurion d'où lui a été venu son amour fou pour la terre d'Israël, cette passion qu'il avait pour la terre d'Israël, qui fait que tout jeune, à l'âge de 20 ans, il a abandonné une carrière qui aurait pu être brillante dans l'Empire russe. Et il est venu défricher les champs complètement incultes de l'ancien territoire, de l'ancien royaume de Judée. Et il passait son temps à dépierrer des champs qui avaient été achetés par le mouvement sioniste mondial. Et il passait son temps donc à charrier les pierres sur une brouette afin de rendre la terre cultivable. Et lorsque ce champ, un certain terrain, une surface cultivable avait été ainsi préparée, le mouvement sioniste installait une famille juive dessus pour cultiver la terre. Et lui, Ben Gurion, qui était dans ses 20 ans, il s'en allait continuer son travail de dépierrage sur une autre portion de terre. Alors c'était vraiment une passion, hein, cette passion de dépierrer la terre d'Israël pour la rendre cultivable, arable. Alors un jour on lui a demandé, mais cette passion pour la terre d'Israël, d'où elle vous est venue? Il a répondu, vous savez d'où elle m'est venue? Elle m'est venue de ma prime enfance. Bon. À l'époque de Ben Gurion, a été fondée la psychanalyse de Freud à Vienne, en Autriche, qui explique que finalement, tout le caractère de l'être humain se forge dans les 6 premières années de la vie, en particulier les 3 premières, mais même les 6 premières. Et il dit, les premiers souvenirs de ma toute prime enfance, je suis tout petit, j'ai environ 2-3 ans, 2-3-4 ans, et je suis assis sur les genoux d'un homme avec un grand chapeau noir et une grande barbe blanche. Et cet homme, c'est mon grand-père. Et il me prend sur ses genoux, et il me fait rêver sur un livre. Et il me lit, il me traduit ce livre, et il m'explique qu'il est écrit dans ce livre que le bon Dieu nous a donné une terre quelque part, très loin d'ici, un pays où il y a toujours du soleil, un pays ruisselant de lait et de miel,
un pays de lumière merveilleux qui nous attend, qui est le nôtre, et que tôt ou tard, ce pays nous appelle et nous devons y retourner. Il dit, voilà, je pense que ma passion pour l'État d'Israël, elle est née comme ça, sur les genoux de mon grand-père. Alors, bien que David Ben Gurion, évidemment, ait cessé d'être pratiquant, contrairement à son grand-père, qui visiblement était un chassid, en tout cas était très pratiquant, puisque Ben Gurion le décrit comme un homme qui portait un grand chapeau, une grande barbe blanche, et des grandes péotes, et habillé tout en noir. Alors, très symboliquement, vous voyez, dans les années 60, on demande à Ben Gurion, mais dites-moi, comment ça se fait que vous tolérez que les habitants de Mea Shearim jettent des pierres sur les juifs pas religieux qui traversent le Shabbat, leur quartier en voiture? Si n'importe qui, dans n'importe quel autre endroit d'Israël, se mettait à jeter des pierres sur les voitures, on les arrêterait, on les emmenerait au poste ou en prison tout de suite. Et l'État d'Israël tolère ça depuis déjà des années. Alors, comment se fait-il que vous tolérez une chose pareille qui est complètement illégale? Alors, Ben Gurion a répondu, il a dit, vous savez, quand on les voit en face de nous, avec leurs grands chapeaux, leurs grandes barbes, etc., eh bien, chacun voit son grand-père. Et on ne met pas son grand-père en prison, même s'il vous jette des pierres. Alors c'est très symbolique, hein. Les racines de l'État d'Israël, bien sûr, elles sont dans la Bible. Et même si à un moment donné, il y a eu une rupture, il y a eu un déracinement par rapport à ces racines bibliques, mais en plus profondément, les racines bibliques sont toujours restées. La preuve, c'est que lorsqu'il y a eu le congressionniste qui était en grande majorité pas religieux, à Bâle, en Suisse, en 1897, et que l'Angleterre avait proposé à l'époque d'offrir un territoire autonome juif aux juifs persécutés dans ces colonies des grands plateaux d'Afrique de l'Est, en Ouganda, et à la limite entre l'Ouganda et le Kenya actuel, et les chefs du mouvement sioniste de l'époque, notamment Ben Gurion, pardon, Ben Gurion n'était pas encore là, mais Theodor Herzl, bien sûr, et Max Nordau, son second, qui était aussi un juif autrichien, donc des gens déjà très civilisés, entre guillemets, très assimilés à la culture occidentale. Ils ont accepté cette idée en disant c'est un asile de nuit temporaire. Mais tous les juifs de Russie, qui ne dirigeaient pas le mouvement sioniste, mais qui en composaient l'écrasante majorité, ont répondu en disant mais vous divaguez, vous disjonctez, vous perdez le contact des réalités. L'Ouganda, le Kenya ne fascineront jamais aucun juif. Ça ne pourra jamais encourager les juifs à venir s'y installer. C'est une folie, même pratiquement, concrètement, c'est condamné à l'échec parce que ça ne pourra faire rêver personne et ça n'attirera jamais personne. Il n'y a que la terre d'Israël qui est cette terre de lumière incrustée dans l'inconscient collectif du peuple juif depuis des milliers d'années. C'est elle seule qui peut servir d'aimant et d'amant pour le peuple juif. Finalement, Herzl et Nordau se sont inclinés devant la majorité, ils n'avaient pas le choix. Et donc, voilà, c'est la naissance du mouvement sioniste. Alors, quel rapport avec, puisque le sujet de notre conférence, c'est le Rabbi et l'État d'Israël, mais vous savez, quand on parle aujourd'hui de l'analyse du Rabbi sur l'État d'Israël et qu'on explique les sources historiques, les gens disent oui, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Mais ils ont oublié que si on veut que l'arbre produise des racines, des fruits, des beaux fruits, excusez-moi, parce que les racines, c'est l'essentiel. Voilà, les racines, c'est important, et les racines, c'est notre passé. Donc si on ne comprend pas l'histoire du peuple juif, et l'histoire aussi du sionisme, l'histoire du mouvement Lubavitch, l'histoire de Chabad, on ne peut pas comprendre l'analyse du Rabbi actuellement. Comme l'a dit un grand philosophe à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, Georges Santayana, un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Or, le peuple juif a souvent vécu en dehors de l'histoire. On a une histoire qui se répète sans arrêt, les pogroms, les persécutions, les renaissances, un peu comme le cycle de la Lune. Le calendrier juif est lunaire, la Lune disparaît, elle réapparaît, elle devient pleine, magnifique. Elle a conscience qu'elle ne tire pas sa lumière d'elle-même, elle ne fait que refléter la lumière du soleil, comme le peuple juif qui ne fait que refléter la lumière de Dieu. Ça donne lieu à des éclipses, mais en même temps,
ça assure l'éternité de l'histoire du peuple juif. Mais bon, il faut savoir que les premiers prodromes de l'idéologie sioniste, elles sont nées dans la première moitié du 19e siècle. Elles sont nées dans ce 19e siècle que tous les historiens surnomment le siècle des nationalismes. Pourquoi? Parce qu'à la remorque de la Révolution française, qui a fait prendre conscience à tous les citoyens français qui n'étaient plus uniquement des sujets du roi, mais qu'ils étaient des citoyens partageant une situation de solidarité nationale, puisque tout le monde était devenu égal en droit et en devoir, eh bien, lors des conquêtes napoléoniennes, où les armées françaises ont occupé quasiment toute l'Europe, mis à part l'Angleterre, mais elles sont arrivées jusqu'à Moscou, eh bien, les armées françaises dirigées par Napoléon, elles ont disséminé dans toute l'Europe cette idée de conscience d'appartenir à une solidarité nationale. Et l'Allemagne, par exemple, qui à l'époque des conquêtes napoléoniennes, fin 18e, début 19e siècle, était divisée en une cinquantaine d'États indépendants, eh bien, tous les Allemands ont pris conscience finalement qu'ils ne constituaient qu'un seul peuple avec une seule langue et qu'ils avaient une solidarité nationale à partager. Et c'est la Révolution française, les conquêtes françaises qui ont disséminé ces idées, pas seulement en Allemagne, mais en Italie, qui était également divisée en une vingtaine de petits États indépendants à l'époque, avec les États du pape qu'il a coupés en deux, en son milieu. Et ces idées, elles ont gagné évidemment tout le nord de l'Europe, elles ont gagné les Balkans, elles ont gagné la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, tous ces pays qui auparavant étaient soumis à l'empire turc ottoman, la Bosnie, etc. Et puis tous les peuples qui étaient soumis à l'empire d'Autriche, la Hongrie, les Tchèques, les Slovaques, les Polonais, les Slaves du Sud, les Yougoslaves, tous ces peuples ont pris conscience de constituer chacun une entité nationale autour d'une solidarité nationale qui ne leur appartient qu'à eux en fonction de leur langue, de leur folklore, de leur tradition, de leur identité culturelle, et avec l'envie de cristalliser cette identité culturelle nationale dans une identité politique indépendante. Voilà, ça a été le début des nationalismes, dans la foulée de la Révolution française. Alors, dans la première moitié du 19e siècle, dans les années 1840, il y a eu un intellectuel allemand qui s'appelait Moses Hess, qui s'est dit, finalement, il a écrit un livre sur le nationalisme juif, en disant finalement, le nationalisme juif, c'est le dernier nationalisme du 19e siècle. Tous les juifs doivent former une nation, ils doivent revenir dans leur État et recréer un État indépendant. Et puis, ces idées se sont colportées aussi à travers des rabbins qui étaient très religieux, très orthodoxes. Dans les années 1860, 1870, il y a eu le livre d'un rabbin de l'Est de l'Allemagne, Tzvi Kalischer, qui exprimait les mêmes idées, mais en se fondant uniquement sur des arguments religieux, bibliques, qui a reçu l'approbation de nombreux rabbinim. Il y a eu le grand rabbin de Sarajevo, en Bosnie, qui s'exprimait en ladino, l'espagnol médiéval. Tous les juifs des Balkans, de Grèce, de Bulgarie, de Turquie, qui avaient été chassés d'Espagne en 1492, ils avaient curieusement conservé le langage du pays qui les avait chassés, qui les avait martyrisés et chassés, un peu comme les juifs de Pologne, de Russie avaient gardé le yiddish, qui était le vieil allemand médiéval, alors qu'ils avaient été chassés honteusement d'Allemagne. Bon, c'est curieux, mais c'est comme ça. Et donc, lui, il écrivait en ladino. Le rabbin de Sarajevo, qui s'appelait Yehuda Alcalay, et c'était également un homme orthodoxe. Hein. Mais lui, il avait l'esprit pratique, et il est même monté en Eretz Israël dans ces années-là, les années 1860-1870, et avec l'aide de l'Alliance israélite universelle qui s'était créée en Europe occidentale, le siège principal était à Paris, et son premier président avait été Adolphe Crémieux, un homme politique français très brillant du milieu du 19e siècle et de la deuxième moitié également du 19e siècle. Adolphe Crémieux qui, en même temps, lorsqu'il avait été ministre, avait accordé la nationalité française à tous les juifs d'Algérie, non pas aux musulmans, mais aux juifs.
Et bon, parce que les Juifs pouvaient jouer le rôle d'intermédiaire entre la masse des musulmans analphabètes et le gouvernement français, l'administration française, rôle qu'ils avaient joué un peu dans tous les pays du monde depuis le début de l'exil, y compris dans l'Empire turc, l'Empire ottoman, entre les Turcs et les masses arabes, etc. Un peu comme dans l'Égypte ancienne, hein, où Yosef était Premier ministre pour administrer le pays. Maintenant, donc, le Talmud dit que tous les exils du peuple juif ont été calqués sur celui de l'Égypte. Tous les Juifs en Égypte constituaient déjà une caste privilégiée de lisants écrivains et d'administrateurs. On leur avait donné la meilleure partie de la terre de Goshen à cultiver parce que les Égyptiens qui vouaient un culte aux animaux ne pouvaient pas être éleveurs. Voilà, être éleveurs. Bon, il faudrait donc une caste sociale à part. Alors, en tout cas, à l'initiative d'Adolphe Crémieux, ce ministre français qui avait accordé la nationalité française aux Juifs d'Algérie et qui se battait pour toutes les causes juives qui existaient dans le monde à l'époque, avec également d'autres hommes politiques importants comme Sir Moses Montefiore, un grand homme politique anglais. Lorsqu'il y avait eu la fameuse affaire de Damas en 1840 à Damas en Syrie. La Syrie à l'époque appartenait à l'Empire turc, à l'Empire ottoman. Ce n'était pas un pays indépendant, la Syrie. Damas, donc c'était une ville de l'Empire turc. Eh bien, des consuls français avaient accusé, des membres du consulat de France à Damas avaient accusé la communauté juive de Damas de meurtre rituel, d'avoir enlevé un moine français qui avait disparu de la circulation, on ne savait pas où il était, et comme par hasard, des membres du consulat de France, en 1840, avaient accusé la communauté juive de Damas d'avoir tué ce moine pour utiliser son sang pour les galettes de Pessah. Bon, c'est la vieille accusation de meurtre rituel qui a fait des dizaines, des centaines de milliers de morts dans l'histoire juive depuis le Moyen-Âge, depuis le XIIe siècle. Des dizaines de milliers de juifs ont été brûlés vifs après avoir été torturés dans tous les pays d'Europe, hein, sous cette accusation complètement fantasmatique de meurtre rituel, comme quoi nous les juifs on a besoin de sang de chrétiens pour pétrir nos matzot de Pessah, même si cette croyance évidemment complètement fantasmatique, complètement imaginaire, puisque nous les juifs on n'avait pas le droit de consommer le sang des animaux, contrairement aux chrétiens, eh bien, même si elle avait été démentie par plusieurs bulles papales, comme on dit, plusieurs papes, mais elle rampait et elle était crue dans tout l'Occident. Et elle s'est même colportée finalement dans le monde arabo-musulman. Alors, ces juifs de Damas, ces notables juifs de Damas en 1840 ont été abominablement torturés. Il y en a qui sont morts sous les tortures, il y en a qui ont avoué tout ce qu'on voulait, il y en a qui ont se convertis à l'islam, parce que dans ce cas-là, ils étaient graciés. Mais des hommes comme Adolphe Crémieux, comme James de Rothschild, comme Moses Montefiore, le grand homme politique anglais, ben, ils ont été jusqu'à Damas pour discuter avec le sultan Mehmet Ali. Et finalement, il a admis que ce crime rituel était complètement imaginaire et qu'il fallait innocenter les survivants du procès. Bon, enfin. Donc, l'Alliance israélite universelle en 1870, à l'initiative des rabbins comme Kalischer, Tzvi Kalischer, ce rabbin allemand, du Rav Yehuda Alkalai, ce grand rabbin de Sarajevo, la capitale de la Bosnie, mais la Bosnie à l'époque c'était une province de l'Empire autrichien, que les Autrichiens avaient ravi à la Turquie, à l'Empire ottoman, dont on disait déjà qu'il était le malade de l'époque, et Eretz Israël était sous domination ottomane depuis déjà plus de 500 ans. Et donc, l'Alliance israélite universelle avait créé une école d'agriculture, d'horticulture même plus précisément, mais d'agriculture en général, à Mikvé Israël. Elle s'appelait Mikvé Israël, donc le bassin purificateur d'Israël, dans la banlieue de Yafo, à Yafo. Tel Aviv, évidemment, n'existait pas encore. Et donc, c'était les premiers embryons de ce mouvement sioniste. Quelle était l'attitude des rabbis de Lubavitch à l'époque vis-à-vis de la Terre Sainte? Eh bien, en 1797,
à cause de la grande dispute qu'il y avait dans l'Est de l'Europe, en Pologne, en Russie, entre les chassidim et leurs opposants, les mitnagdim. Les chassidim étaient vraiment férocement persécutés. Il y avait des chassidim qui étaient tués par les mitnagdim. Voilà, c'est la force de l'histoire juive, n'est-ce pas, en cette période de Sfirata Omer, où on nous appelle à être tolérants les uns des autres. Eh bien, beaucoup de chefs du chassidisme avaient décidé de fuir l'Europe de l'Est, où la vie était devenue impossible pour eux. Ils étaient victimes d'un boycott. Quand ils ne risquaient pas leur vie, ils ont décidé de partir en Eretz Israël. Et le premier rabbi Lubavitch, à l'époque, c'était le rabbi Shneur Zalman, l'auteur du Tanya et du Shulchan Aruch, a décidé de partir avec eux. Et même si ses disciples suppliaient de ne pas partir, il leur a dit cette fameuse phrase du Talmud, Chayecha Kodmin, ta vie, elle passe avant. Donc, il a décidé de quitter la Russie. Et puis, sur le chemin de Eretz Israël, donc sur le chemin de l'Empire turc, puisque Eretz Israël faisait partie de l'Empire turc, c'était une province complètement délaissée de l'Empire turc. Il faut reconnaître, voyons, on vient de lire cette semaine dans la parashat Bechukotai, les terribles malédictions qu'on a l'habitude de dire chaque année, et 15 jours avant Shavuot, le lecteur de la Torah baisse le ton et il accélère l'allure pour passer à toute allure le moins fort possible, tellement ces malédictions sont terribles. Et puis il y a une des malédictions qui annonce que, puisque les enfants d'Israël n'ont pas respecté la sainteté de la terre, eh bien la terre reprendra de force les années shabbatiques qu'on ne lui avait pas données, et elle expulsera, elle chassera ses habitants, et que les Juifs se retrouveront dispersés dans le monde entier, persécutés par le monde entier, l'opprobre du monde entier. Ces persécutions sont écrites d'une façon terrible, on ne va pas s'appesantir dessus. Et il est annoncé aussi, dans ces fameuses malédictions qu'on vient de lire, que la terre restera inculte et déserte tant qu'on n'y retournera pas. Et Rashi, le grand commentateur, bien sûr, explique que cette malédiction, c'est en même temps une bénédiction. Ça nous annonce qu'aucun peuple n'arrivera jamais à s'enraciner en Eretz Israël tant que le peuple juif n'est pas revenu. Et effectivement, c'était comme ça dans l'histoire. La terre d'Israël a toujours été une terre de convoitise, Eretz Chafetz, comme on dit en hébreu, une terre de désir, un objet de désir pour toutes les civilisations du monde. Il y a eu les croisades qui ont duré plusieurs siècles, entre la fin du XIe siècle et puis le début du XIVe siècle. Il y a eu près d'une dizaine de croisades, environ une dizaine de croisades, où les musulmans, les arabes, les turcs, les byzantins, les chrétiens d'Occident s'entretuaient pour contrôler la Terre Sainte, mais une fois qu'ils avaient réussi à la conquérir, eh bien, elle se cassait dans leurs mains, elle les expulsait à leur tour, et personne n'arrivait à s'y enraciner, et la Terre redevenait un culte, un peu comme un enfant capricieux qui reçoit un objet qu'il ne mérite pas et qui finit par le casser. Et donc, voilà. Et puis, on peut constater que par contre, à notre époque, les prédictions se sont réalisées. La terre a refleuri, puisque à la suite de ces malédictions, il y a les fameuses bénédictions qui annoncent que même si on les a lu hier, même si on est dispersé aux quatre coins du ciel, Dieu viendra nous ramener dans notre pays. Et pour refaire un grand pas de géant à travers l'histoire, ressourcer à notre époque, le dernier commentaire que le rabbi a prononcé avant de perdre la parole, au mois d'Adar 1992, le rabbi commence dans la fameuse paracha de El Pikoudé en disant Potrin Bivracha, on commence par la bénédiction, et la plus grande bénédiction, c'est que ça y est, le kibbutz Galouyot, le rassemblement des exilés, a commencé déjà en Eretz Israël. Alors, vous savez pourquoi le rabbi a attendu tellement de temps pour le dire. Mais bon, ça aussi, ça mérite explication, mais il y a des explications. Bien que, évidemment, vous savez qu'un tzaddik, c'est quelqu'un qui est animé par une dimension surnaturelle, une dimension prophétique. Donc on a quelquefois du mal à le comprendre, mais le rabbi s'y a arrangé quand même pour qu'on puisse comprendre ces déclarations et ces attitudes, que ce soit sur tous les plans, politiques, religieux, spirituels, etc. Alors maintenant, pour revenir à ces prodromes, ces signes avant-coureurs du sionisme,
la grande révolution qui s'est quand même produite, elle s'est produite en 1881 dans l'Empire russe. À l'époque, l'Empire russe contenait la plus grande communauté juive du monde. Environ les 2/3 de la communauté juive mondiale faisait partie de l'Empire russe, où ils étaient terriblement persécutés. Et en effet, à la fin du XVIIIe siècle, la Russie avait annexé la plus grande partie de la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, également les pays d'Asie centrale comme la Géorgie, l'Ouzbékistan, où il y avait de vieilles communautés juives, entre guillemets sfarades. Et donc, la communauté juive de l'Empire russe, c'était de loin la plus grande communauté juive du monde. Au début du 19e siècle, elle comptait plus d'1 million d'habitants, et puis elle avait énormément augmenté. À la fin du 19e siècle, il y avait plus de 5 millions de juifs dans l'Empire russe. Ils étaient environ 5% de la population. 5% de la population. Et il y avait eu de grandes persécutions contre les Juifs dans la première moitié du XIXe siècle. Puis en 1855, il y avait eu un tsar plus intelligent que ses prédécesseurs qui s'appelait Alexandre II. Et Alexandre II, il avait réfléchi avec ses ministres, puisque leur but c'était d'intégrer les Juifs à l'Empire russe, de russifier la minorité juive, de l'intégrer à la population, de l'assimiler. Et il s'était rendu compte que finalement, l'assimilation par la douceur qui se pratiquait en Europe occidentale, en France, en Angleterre, dans les Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, ben, ça marchait beaucoup mieux que l'assimilation forcée par le Knout qu'avaient tenté les tsars précédents en Russie, où on arrachait les enfants à l'âge de 10 ans ou même moins à leur famille pour les intégrer dans un service militaire de 25 ans, afin de mieux les russifier, de mieux les intégrer à la société russe. Mais en vérité, à l'époque, dans le contexte religieux de la Russie de l'époque, russifier les Juifs, ça voulait dire intégrer les Juifs, ça voulait dire les christianiser, les intégrer au christianisme, les convertir. Alors le tsar Alexandre II, qui est devenu tsar en 1855, après la mort de Nicolas Ier, qui avait été un grand persécuteur, c'est lui qui avait émis le décret d'arracher les enfants juifs à leur famille. Il y avait un certain quota, hein. Il y avait 2 enfants juifs sur 10 000 qui devaient être arrachés à leur famille. Et pour servir 25 ans dans l'armée du tsar, ça a suscité de terribles désastres. Il y a eu 60 000 enfants qui ont été ainsi kidnappés par ce régime du service militaire forcé qui a duré 30 ans, entre 1827 et 1856. Et donc, Alexandre II, lui, il a commencé à prendre des mesures d'ouverture en favorisant l'émergence d'une classe intellectuelle juive, d'une bourgeoisie juive, en ouvrant les lycées, les universités à la population juive, et en octroyant des permissions de quitter les ghettos pour s'installer dans les grandes capitales de l'intérieur, parce que les Juifs de Russie à l'époque vivaient dans une région ghetto. Ils ne vivaient pas dans des ghettos urbains, mais dans une région où ils n'avaient pas le droit de sortir. On surnommait pudiquement la zone de résidence. C'était les anciens territoires polonais qui avaient été conquis par les Russes à la fin du 19e siècle. Et les Russes avaient toujours refusé que les Juifs rentrent sur leur territoire, depuis toujours. Et puis, comme ils avaient conquis la Pologne, et que la plus grande communauté juive du monde, elle était en Pologne à l'époque, ils s'étaient retrouvés à leur corps défendant, contre leur volonté, en possession de la plus grande communauté juive du monde. Ils ne savaient pas quoi en faire. Les expulser, c'était impossible. Les frontières étaient déjà fermées en Europe, nulle part où les expulser. Alors, ils avaient trouvé une solution en les comprimant dans les territoires où ils avaient été conquis et en leur interdisant d'en sortir. Il y avait seulement des Juifs très très riches, exceptionnels, qui avaient le droit de sortir de cette région ghetto. Et dans cette région ghetto, les Juifs composaient en gros la moitié de la population urbaine. Il y avait aussi toute une période de persécution où les Juifs étaient chassés systématiquement des campagnes, on les déportait des campagnes en plein hiver, on les jetait dans les villes au milieu de l'hiver, comme ça, sans maison, sans toit. Donc c'était une période très dure. Avec Alexandre II, donc les choses se sont assouplies et il y a eu une
frange de la société juive qui a commencé à s'assimiler, à s'intégrer, puisque les universités étaient ouvertes, les lycées étaient ouverts, et qui a commencé à s'assimiler et à se russifier, et à se considérer plus russe que juif. Voilà, c'est le même phénomène qu'on a vu en France, qu'on a vu en Allemagne, qu'on a vu dans tous les pays où l'assimilation avait bien fonctionné, effectivement, de façon douce. Ce que le rabbi appelle, entre guillemets, hein, c'est une expression qu'on n'aime pas beaucoup employer, mais la Shoah dans un gant de velours. Alors, voilà. Et puis, dans la dernière décennie de son règne, 1880, eh bien, vous savez, Alexandre II n'avait pas ouvert les portes de la liberté. Excusez-moi, je règle mon téléphone parce qu'il a un problème, il ne se charge pas. Alors, attendez un instant, je suis tout de suite à vous. Bon, donc vous savez, Alexandre II avait ouvert les portes de la liberté, pas seulement pour les Juifs, mais pour toutes les sociétés, pour toute la société russe. Il avait libéré les serfs, les paysans semi-esclaves. Et évidemment, à partir du moment où on ouvre les portes de liberté, mais on la maintient entrouverte, eh bien, vous savez, une porte, soit elle est ouverte, soit elle est fermée. Les gens ont exigé une constitution, ils ont exigé la démocratie. Et comme le tsar ne voulait absolument pas aller jusque-là, il n'était pas du tout capable d'accepter l'idée d'une monarchie parlementaire, du grand compromis historique qui avait été réalisé en Angleterre, par exemple, que même la France n'avait pas réussi à mettre en place pendant des dizaines d'années. Hein. Il avait fallu presque 100 ans pour que la France accepte l'idée que la noblesse française accepte de renoncer au trône. Bon, la démocratie se met en place lentement dans un pays. Ça nécessite un changement de mentalité, toute une éducation politique, culturelle. Alors pour le tsar, c'était hors de question de tolérer une liberté complète et une constitution. Donc il y a eu une agitation révolutionnaire qui a commencé à naître en Russie, et le tsar a été ciblé par de nombreux attentats, puis finalement, le 1er mars 1881, il a été déchiqueté par une bombe lancée par un révolutionnaire qui n'était pas juif, évidemment, mais le successeur d'Alexandre II, Alexandre III, eh bien, pour lui et pour toute la classe dirigeante russe, ça a été évidemment plus qu'un électrochoc. Ils en sont arrivés tout de suite à la conclusion que les réformes libérales, c'est ça finalement qui avait encouragé le terrorisme, et qu'il fallait absolument revenir en arrière à 180 degrés, et pour détourner la colère populaire contre leur propre régime, eh bien, ils se sont ressourcés à la politique traditionnelle du bouc émissaire, c'est-à-dire détourner sur l'éternel bouc émissaire, le peuple juif, la colère de la population. Et donc, ça a été le début d'un retour en arrière brutal, une politique antisémite extrême. Des historiens, notamment Léon Poliakov, l'auteur de la célèbre Histoire de l'antisémitisme, écrit que pour la première fois dans l'histoire, l'antisémitisme est devenu un mode de gouvernement. Et les tsars ont immédiatement interdit l'accès aux universités et aux lycées aux juifs, pas complètement, mais ils ont instauré ce qu'on appelle un numerus clausus, c'est-à-dire un quota d'entrée. Alors, si bien que les juifs constituaient 50% ou 80% ou 40% de la population dans les grandes villes de la région où ils avaient le droit d'habiter, eh bien, il y avait seulement 3 ou 5% des juifs qui avaient accès à l'université. Et puis, comme ce n'était pas suffisant, eh bien, toujours pour détourner la colère populaire contre les juifs, il y avait un mot d'ordre qui a été lancé dans toute la Russie, que c'était les Juifs qui avaient fait tuer le tsar. Donc, dans les années 1881-82, il y a eu toute une vague de pogroms, presque 200 pogroms qui ont ravagé toute la Russie, qui ont fait plusieurs dizaines de morts, plus des centaines de blessés, les pillages, les destructions, les viols.
Et pour cette frange intellectualisée, cette frange intellectuelle des Juifs, de la bourgeoisie juive, qui avait cherché à se russifier, qui avait cru dans l'assimilation, qui avait cru dans l'intégration, ça a été une douche glaciale. Ça a été un choc terrifiant. Ils avaient cru véritablement qu'ils étaient devenus plus juifs, plus russes que juifs, que l'assimilation, l'ouverture universelle, elle était possible, que voilà, l'âme russe, c'était devenu la leur, et d'un seul coup, cette âme russe leur crachait au visage, et les fouettait même au visage, et donc, ça a été le grand choc. Ça a été le grand choc qui, qui a servi de grand catalyseur au mouvement sioniste. Parce que le mouvement à la mode à l'époque en Russie, qui voulait émanciper les Juifs, c'était la Haskalah. La Haskalah, c'est-à-dire ouvrir la société juive au mouvement des Lumières universelles, la philosophie des Lumières, l'égalité des hommes, l'intégration, et qui faisait porter aux Juifs sur eux-mêmes le regard que la société extérieure portait sur eux. Comble de l'aliénation, n'est-ce pas? Et donc, pour ces Juifs, donc, ça a été un choc terrifiant. Ils avaient cru dans l'assimilation, puis l'assimilation leur crachait au visage, avec des coups de fouet au visage. Et donc, ces Juifs se sont dit, bah, finalement, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, c'est impossible. L'assimilation n'est possible dans aucun pays, en tout cas pas en Russie. Et il y a eu deux mouvements de jeunes Juifs qui n'ont pas pu renoncer à leurs racines anciennes. Ils se sont dit, la seule solution, c'est évidemment de créer un État indépendant, un État refuge, pour les Juifs, tous les Juifs du monde, évidemment, dans quel territoire? Évidemment, la Palestine ottomane, la Terre Sainte, la Turquie. Alors évidemment, ces jeunes n'étaient dans leur grande majorité pas du tout religieux. Hein. Ils étaient d'ailleurs peu nombreux. Hein. Ils étaient peu nombreux. Dans ces années, il y a eu deux organisations principales. Il y avait ce qu'on appelait les Chovev de Tzion, les amants de Tzion, et il y avait le Bilou. Bilou, c'était l'acrostiche, les initiales, du célèbre verset du prophète Ishayahu, Isaïe, qui dit Bnei Israël, Bi, Bnei Israël, Lechu venelcha, allez et partons, Beor Hashem, à la lumière de Dieu. Donc il avait pris seulement les quatre premiers mots, les initiales des quatre premiers mots, Bnei Israël, Lechu venelcha, enfants d'Israël, levez-vous et partons, ça donnait Bilou. Et il y a eu donc ces années 1882, à l'issue des pogroms, mais il y a eu quelques dizaines de jeunes juifs idéalistes qui sont partis en Eretz Israël pour aller travailler la terre et créer les bases d'un futur État juif éventuel sur des terres achetées à l'Empire turc, à l'Empire ottoman. Alors, pour revenir à la position des rabbis de Lubavitch à l'époque, donc, je vous ai dit que bien avant ces pogroms russes, hein, de 1881, 82, 83, en 1798, donc 80 ans auparavant, il y avait eu une aliyah des chassidim qui fuyaient les persécutions que leur infligeaient les opposants au chassidisme, les mitnagdim, qui les avaient excommuniés sous la direction du Gaon de Vilna, etc. Et donc, ils étaient plusieurs centaines à avoir déjà quitté la Russie pour aller vivre en Eretz Israël. Et parmi eux, il y avait le Rabbi Shneur Zalman, le premier rabbi de Lubavitch, le premier rabbi de Chabad, entre guillemets, qui n'était pas encore rabbi à l'époque, mais qui avait déjà quand même beaucoup de disciples. Et bien que ses disciples lui avaient supplié de rester avec eux, il avait dit donc Chai Rakotbin, ta vie passe avant. Et ils ont fait étape, c'est plusieurs centaines de chassidim donc, qui fuyaient la Russie pour Eretz Israël, donc en 100 ans avant, environ 80 ans avant le début du sionisme. Ils ont fait étape dans une ville d'Ukraine qui s'appelait Polnoï, où vivait le plus âgé des maîtres du chassidisme de l'époque, Rabbi Yaakov Yosef de Polnoï, qui avait été le plus ancien disciple du Baal Shem Tov. Il avait connu personnellement le Baal Shem Tov, celui qui avait écrit le premier livre de Chassidut, et il devait même, à un moment donné, succéder au Baal Shem Tov. Donc on est passé par respect pour lui pour le voir. Et alors que tous les maîtres, tous les chefs du chassidisme étaient réunis autour de lui,
en faisant étape chez lui, brusquement, son regard s'est posé sur Rabbi Shneur Zalman, et en fixant Rabbi Shneur Zalman, il a demandé à tous les maîtres du chassidisme présents, mais qui parmi vous est le jeune homme dont la mission est d'illuminer le monde entier? Et comme il fixait intensément Rabbi Shneur Zalman, tout le monde a compris que c'est des Rabbi Shneur Zalman dont il parlait. Et Rabbi Shneur Zalman est resté pendant 15 jours à Polnoï. Il a discuté avec tous les autres maîtres chassidiques. Et finalement, il a fait demi-tour. Il est retourné, il est resté en Russie. Il s'est installé à Liadi, en Russie blanche, la Biélorussie d'aujourd'hui. Et beaucoup d'autres maîtres du chassidisme, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, Avraham Kalisker, et le plus grand d'entre eux, qui était considéré comme leur rebbe à l'époque, même le Rabbi Shimon Zalman le considérait comme son rabbi, après le décès du Maguide de Mezrich, qui avait été le successeur du Baal Shem Tov, Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk lui-même, sont partis d'abord à Tzfat, ensuite à Tveria. Ils étaient toujours pourchassés par les Mitnagdim, qui aussi s'étaient lancés à la reconquête d'Eretz Israël. Et ensuite, le deuxième rabbi de Lubavitch, le Mittel Rebbe, l'Admor Haïm Rabbi Dovber, eh bien lui aussi, il a poussé quelques dizaines de chassidim à partir, fonder également des communautés juives à Hebron. Et ensuite, le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Lubavitch, a aussi poussé quelques dizaines de familles chassidiques à aller s'établir en Eretz Israël pour renforcer les communautés juives à Yerushalayim et à Hebron. Et à l'époque, ces juifs, ces chassidim, comme d'ailleurs d'autres juifs religieux, finalement il y avait eu la grande réconciliation entre les chassidim et les mitnagdim, entre les chassidim et les opposants, on ne s'entretuait plus, on ne s'excommuniait plus, on était réconciliés. Bon, quelquefois c'était une réconciliation un peu fraîche, mais quand même la grande opposition, elle s'était complètement dissipée comme un nuage au soleil, ça n'avait pas tenu très longtemps. Un peu comme Maïmonide qui avait été excommunié également au XIIIe siècle, et puis qui, quelques dizaines d'années plus tard, a été reconnu comme le plus grand maître du Moyen-Âge. Bon, malheureusement, l'histoire juive, elle a souvent fonctionné comme cela. Alors, vous savez pourquoi elle fonctionne comme cela, hein? Les chassidim ont dit à l'époque, bon, c'est connu que toute chose ne peut se développer que face à une opposition. C'est la fameuse métaphore du Maharal de Prague, issue du Talmud, c'est que quand on plante des grains de blé en terre, les grains qui sont restés beaux, brillants, magnifiques, qui ne sont pas pourris en terre, ben, ils ne produiront rien. Il faut que le grain de blé pourrisse dans la terre pour qu'un épi pousse et jaillisse à partir de lui. De la même façon, lorsque Dieu a voulu dévoiler la chassidoute, cet avant-goût de la Torah du Mashiach, de la Torah du Messie dans le monde, puisque la chassidoute, ce n'est pas seulement les secrets de la Torah de Moshe, comme la Kabbalah traditionnelle, mais c'est un approfondissement de la Kabbalah traditionnelle, non pas une vulgarisation, une simplification, mais un approfondissement de la Kabbalah, au point que c'est déjà un avant-goût de la Torah du Mashiach. Eh bien, dans le tribunal céleste, on a dit, les lois du monde, c'est qu'aucune chose ne peut se développer si elle n'a pas un antagonisme, comme le grain de blé ne peut pas créer un épi tant qu'il n'a pas été attaqué par la pourriture de la terre, qui ne s'est pas dissous dans la terre. Alors, quelle est la grande âme qui va se sacrifier pour s'opposer au chassidisme afin de lui permettre de jaillir? Et il y a une grande âme qui a accepté de se sacrifier, ça a été l'âme du Gaon de Vilna. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et l'Admour Hazaken se sacrifiait pour quêter de l'argent, sensibiliser tous les juifs de Russie pour envoyer sans arrêt de l'argent, ce qu'on appelait la Chalouka à l'époque, pour entretenir les communautés chassidiques qui s'étaient fondées d'abord à Tzfat, ensuite à Tveria, ensuite à Hebron, ensuite à Yerushalayim. Mais évidemment, ces chassidim qui étaient partis en Eretz Israël, ils ne partaient pas là-bas pour cultiver la terre et créer un État indépendant, ils partaient pour étudier la Torah, pour prier, pour créer des centres d'études aptes à attirer effectivement
une partie du peuple juif, mais ils vivaient surtout de petits métiers, de travaux, parfois, rarement l'agriculture, mais en tout cas essentiellement de l'argent que leur envoyaient les juifs de diaspora. On raconte une histoire du Admour Azaken qui un jour a reçu un chassid dans Yechidout et lui a dit qu'il avait absolument besoin de 18 roubles d'or pour envoyer aux juifs de la communauté Chabad de Tveria. Et ce juif, donc, il s'est battu pour vendre ce qu'il avait chez lui, pour avoir ses 18 roubles d'or. Et comme sa femme avait appris que ces 18 roubles d'or, son mari allait les apporter sur le bureau du rabbi, elle l'a frotté, elle a astiqué les pièces d'or pour qu'elles brillent. Et lorsque ce chassid a ouvert sa bourse et qu'il a posé les pièces d'or sur le bureau du Admour Azaken, elles se sont mises à étinceler. Et le Admour Azaken, qui, même dans sa conversation profane, parlait toujours sur le ton de l'étude de la Torah et de la prière, et qui avait l'habitude de mettre sa tête sur sa main, toujours avant de parler. Il a posé sa tête sur sa main, il a relevé la tête, et toujours sur le ton de l'étude de la Torah, le ton de la prière, il a demandé, mais pourquoi ces pièces d'or brillent tellement? Et ce chassid a répondu, c'est ma femme qui les a astiquées. Et ce chassid s'appelait Israël, c'était son prénom, comme le Baal Shem Tov. Alors, le Alter Rebbe a posé de nouveau la main sur sa tête, il a relevé la tête, il a dit « Tous les décrets sont passés, ils se sont évaporés. Dorénavant, tu n'auras plus dans ta vie que des bénédictions, la fortune, la richesse, la lumière, le bonheur t'attendent. » Tout ça parce que la maîtresse de maison avait astiqué les pièces d'or. Et effectivement, on le surnommait plus tard ce chassid, Rabbi Israël Motzechen, l'homme qui trouve grâce. Ce qu'on appelle en yiddish un Mazel dike Mensch, un homme qui a du basal, tout ce qui touchait se transformait en or et réussissait. Et il a pu donner beaucoup d'argent pour entretenir ces communautés chassidiques, d'Eretz Israël notamment. Bien. Donc, ces communautés, elles ont vu arriver donc en 1882-83 des jeunes juifs qui, eux, n'étaient plus pratiquants. C'était les anciens jeunes pionniers, héros de la Haskalah, qui avaient cru de toutes les fibres de leurs âmes dans l'assimilation, dans l'intégration. Ils avaient écrit des livres où ils s'affirmaient encore plus russes que juifs, bien qu'ils voulaient quand même conserver une petite âme juive à part. Bon, mais c'était le phénomène de l'assimilation qu'on avait vu en Allemagne, qu'on a vu en France, etc., et dans tous les pays occidentaux où effectivement l'assimilation douce fonctionnait bien. Alors, ces jeunes pionniers, donc, qui étaient à peine quelques dizaines, ils ont donc réussi à acheter des terres parce qu'il y avait des collectes qui étaient organisées en Russie et où l'intégration vraiment avait cessé d'attirer les gens, elle était devenue impossible face à ce déferlement de pogroms et d'antisémitisme d'État organisé par l'État. Les pogroms aussi étaient organisés par l'État. Lorsque les Juifs se défendaient, la police souvent se retournait contre eux. L'armée tirait contre les Juifs lorsqu'ils se défendaient. Bon, c'était l'horreur. Alors, ces jeunes juifs ont commencé à travailler la terre, mais c'était des étudiants, des jeunes intellectuels, ils n'avaient aucune notion d'agriculture, et si bien que bon, ils avaient beaucoup de courage. Hein. Il fallait défricher les marécages, car une grande partie de la terre d'Israël, dans le centre, et même dans le centre-nord, était infestée par les marécages et par la malaria depuis des siècles, plus de 1500 ans, où la terre était devenue inculte. Et donc, beaucoup se relayaient pendant qu'une partie d'entre eux brûlaient de fièvre, avec 42 fièvres, 41 fièvres, sous la tente, en attendant que la crise de malaria, de paludisme passe. Aujourd'hui, on utilise le même médicament, la fameuse chloroquine, hexachloroquine, pour guérir ce sale virus, cet horrible virus qu'on utilise aussi pour guérir le paludisme et la malaria. Eh bien, en tout cas le paludisme, et puis l'autre moitié travaillait dans les champs pour assécher les marécages, dépierrer les champs.
Et puis finalement, ça ne marchait pas, ils n'arrivaient pas. Finalement, ils ont pris des ouvriers arabes, parce que les Arabes savaient mieux cultiver la terre qu'eux, ils n'avaient aucune compétence agricole. Finalement, ces colonies ont été sauvées par le baron de Rothschild, qui a entendu parler de cette tentative de colonisation de la Terre Sainte. Et comme ses fils Rothschild, le fondateur, le grand fondateur de la banque Rothschild, était un juif très pratiquant, très orthodoxe, même si ses enfants, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants l'étaient déjà beaucoup moins, mais la fibre juive leur restait. Et donc, ils ont envoyé des ingénieurs agronomes, ils ont acheté des terres avec leurs propres deniers, et puis donc les terres de Palestine devenaient le lieu d'une énorme spéculation foncière. Le prix était multiplié par 10 tous les 10 ans ou tous les 5 ans. Mais le baron de Rothschild, il pouvait les payer, il n'y avait pas de problème. Il a envoyé des ingénieurs agronomes qui ont étudié quel type de plantation pouvait être mise en place sur les sols pierreux de Palestine. On a commencé par planter des vignobles. Il y a eu également des communautés juives religieuses, agricoles, qui se sont créées à Rishon LeZion. C'est là qu'ont été créés les premiers vignobles, avec les célèbres vins de Rishon LeZion. Petah Tikva, la porte de l'espoir, premier à Zion, Rishon LeZion, etc. Et surtout, il y a eu en 1897 le premier congrès sioniste mondial qui s'est tenu à Bâle en Suisse, à l'issue de l'affaire Dreyfus et à l'initiative bien sûr de Theodor Herzl. Alors ça a été le grand début du sionisme politique mondial. Alors qui était Theodor Herzl? Bon, Theodor Herzl, évidemment il est connu, hein. Theodor Herzl c'était quelque part un surdoué, un homme très doué, un jeune homme très talentueux, comme beaucoup de juifs de son époque, enfin, peut-être pas beaucoup, mais en tout cas pas mal, hein. Une minorité signifiante. On dit qu'au milieu du 19e siècle, la moitié des juifs de Berlin s'étaient convertis au protestantisme, au christianisme donc. Lui, il avait songé à un moment donné se convertir aussi au christianisme, puis il y avait renoncé. Et donc, il entendait rester juif. Et c'était un journaliste très important d'un des plus grands journaux de Vienne. Et il était devenu le correspondant de son journal à Paris. Donc, c'est un poste important, hein. C'est comme si aujourd'hui, Le Monde et Le Figaro vous envoient en tant que journaliste à New York. Paris, à l'époque, c'était le centre de la vie politique, culturelle mondiale. Donc, c'était un journaliste important, et lorsque le fameux capitaine Dreyfus a été condamné pour avoir livré des secrets militaires à l'Allemagne, qu'il a été dégradé en public et envoyé au bagne à l'île du Diable, au large de l'Amérique du Sud, eh bien, il a couvert pour son journal la dégradation publique et la honte infligée au capitaine Dreyfus. Alors évidemment, l'écrasante majorité des médias français à l'époque, les journaux, eh bien, ils tenaient le capitaine Dreyfus comme coupable, puisqu'il avait été décrété coupable par une commission d'état-major à huis clos. Mais là, vous savez, on était en 1894, la France avait perdu une guerre contre la Prusse, contre l'Allemagne en 1870-71. Les provinces perdues d'Alsace-Lorraine avaient été arrachées alors que les Alsaciens-Lorrains rêvaient de redevenir français. La France ne se résignait pas à avoir perdu ses provinces, donc une revanche contre l'Allemagne paraissait inévitable, même si la République française n'était pas capable, dans l'esprit républicain démocratique, de déclencher une guerre pour reprendre les provinces perdues d'Alsace-Lorraine. Mais enfin, on vient dans un état de tension politique toujours très tendue face à l'Allemagne, qui s'était unifiée d'ailleurs, les 50 États allemands, qui étaient tous indépendants, s'étaient unifiés à la faveur de cette guerre, de cette victoire de la Prusse contre la France en 1870-71. Donc c'était l'affirmation du nationalisme allemand à travers ces guerres contre la France, qui étaient elles-mêmes les conséquences des guerres de la haine de la France qui était née en Allemagne à travers les conquêtes napoléoniennes 60-70 ans plus tôt. En tout cas, ce qui a fait prendre conscience à Theodor Herzl de l'obligation pour les Juifs d'avoir un État indépendant, ça n'a pas été la dégradation du capitaine Dreyfus en elle-même,
parce qu'il n'avait aucune raison de penser que le capitaine Dreyfus n'était pas un traître. Mais ce qui a créé un choc chez lui, même un électrochoc, ça a été l'antisémitisme de masse qui s'est dévoilé à l'époque en France. Ces milliers de gens qui manifestent dans les rues, qui cassent les vitrines des magasins juifs en criant mort aux juifs, ce déferlement de haine contre la communauté juive en général, parce qu'un juif est accusé d'avoir trahi, brusquement ça lui a ouvert les yeux, lui qui avait cru aussi, en tant que juif autrichien, hongrois, assimilé, intellectuel de haut niveau, en contact avec les milieux huppés de toute Europe occidentale, en tant qu'un des journalistes les plus importants de l'Empire austro-hongrois, eh bien, ça a été une révélation pour lui que finalement, si même dans le pays des droits de l'homme, le pays de la Révolution, le pays de la dignité humaine, la France, qui montre l'exemple de la liberté à toute l'Europe, pas aux États-Unis. Les États-Unis ont toujours été en avance sur la France sur ce plan-là. Et d'ailleurs, la fameuse déclaration des droits de l'homme française, c'est quasiment un papier-collé de la déclaration des droits de l'homme américaine qui avait été écrite au nom de Dieu, au nom de l'être suprême, 15 ans avant la Révolution française. Mais bon, en tout cas, en Europe, c'est la France qui disséminait partout les idées américaines à sa manière, assaisonnée, hein, parce que la première déclaration universelle des droits de l'homme promulguée en 1774 en Virginie, dans l'État de Virginie, et puis en 1776 à Washington, quand elle proclame les droits de l'homme, elle dit « Nous tenons pour évident que le Créateur a doté tous les hommes des mêmes droits. » Évidemment, les sources, c'est le retour à la Bible juive que le protestantisme avait opéré au XVIe siècle avec cette fameuse théorie de la liberté de conscience, et le retour à la Bible, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, la Bible juive, qui proclame que tous les hommes sont créés à l'image de Dieu. C'était ça la source de la fameuse Déclaration des droits de l'homme américaine, qui proclame c'est le Créateur qui a doté tous les hommes des mêmes droits, et c'est personne d'autre. C'est pas un État, c'est pas un régime politique, c'est pas un chef politique, c'est beaucoup plus que ça. C'est la loi naturelle voulue par Dieu, par le Créateur, et le terme le Créateur est répété 4 fois dans la Déclaration des droits de l'homme universelle des États-Unis. La France le recopiera 15 ans plus tard, en 1789-91, mais elle commencera son prologue en disant que ce n'est pas le Créateur qui a donné les droits de l'homme, c'est nous, les députés constituants, qui proclamons les droits de l'homme, et elle rajoute quand même sous les auspices de l'être suprême. C'est un petit cheveu de différence, mais un petit cheveu qui fera de grandes différences dans les générations à venir. En tout cas, Théodore Herzl est absolument bouleversé, et c'est évidemment, bon, c'est connu, hein, c'est la révélation pour lui ici, dans le pays des droits de l'homme, le pays phare de toute l'Europe, le phare de la dignité humaine, la France. L'antisémitisme est tellement profond, il éclate comme ça à la moindre crise, eh bien, toutes ces manifestations d'antisémitisme, ce déferlement dans les médias, dans la presse, on n'accuse pas Dreyfus d'être un traître, on l'accuse parce qu'il est juif. Partout s'écrit le juif traître, le juif a trahi, etc., etc. Et donc, ça mort aux juifs partout, dans toutes les manifestations, dans toutes les villes françaises. Donc, pour lui, c'est une prise de conscience. Si dans le pays des droits de l'homme, l'antisémitisme ne peut pas s'éteindre, il ne s'éteindra jamais nulle part. La seule solution, dit-il dans le livre qu'il écrit très peu de temps après, et qui reprend lui-même les idées et les thèses écrites par cet autre juif allemand, Moïse Hess, 50 ans plus tôt, son livre qui s'appelle L'État des Juifs, dans le livre de Herzl, il écrit « La solution n'est pas religieuse, elle n'est pas identitaire, elle n'est pas culturelle. La solution est uniquement nationale et politique. Les Juifs doivent avoir un État. » Et donc, c'est le début, là, puisque Herzl est un homme connecté aux grands médias internationaux, il a des contacts mondiaux, donc il fait sortir le sionisme juif de son ghetto russe, et ça devient un mouvement international. Bon, un mouvement international, mais très minoritaire. Hein. Il a rencontré les dirigeants politiques allemands, le Kaiser, l'empereur d'Allemagne, il va rencontrer les dirigeants politiques français, anglais, il va rencontrer le pape. Il va rencontrer plusieurs fois le sultan de l'Empire ottoman, mais on le reçoit poliment et gentiment, mais personne n'accepte d'octroyer
un territoire aux Juifs, sauf les Anglais, à condition que ce soit dans les hauts plateaux de l'Est africain, à la lisière entre l'Ouganda et le Kenya. Bien, alors maintenant, quelle est l'attitude du Rabbi Lubavitch de l'époque des grands pogroms en 1881, lorsque finalement il y a l'essence du sionisme? À l'époque, c'est Rabbi Shmuel, le quatrième Rabbi Lubavitch, qui est le rabbi. Rabbi Shmuel est un rabbi très très spécial. À l'époque, les chassidismes ont complètement vaincu les mitnagdim, et le chassidisme est devenu de loin le mouvement le plus populaire dans toute l'Europe de l'Est. Pas en Europe de l'Ouest, hein, mais dans cette grande communauté juive de l'Empire russe, puisque la Russie a annexé, comme on l'a déjà dit, tous les pays baltes, la Pologne, enfin la plus grande partie de la Pologne, et puis une partie de l'Asie centrale, elle seule, la communauté juive de Russie, elle renferme encore plus de la moitié de la population juive mondiale. Alors, le rabbi Lubavitch de l'époque, c'est un rabbi très spécial. Rabbi Shmuel, qu'on surnomme le rabbi Marash, il vivait comme un noble, comme un aristocrate. On ne sait pas exactement d'où venait sa fortune. Il avait gagné plusieurs fois la loterie nationale en Russie, dont une fois le prix national de toute la Russie. Il avait gagné l'euro-million. Et il était donc très très riche. Et il vivait un standard de vie d'aristocrate. Et puis, sa devise, c'était en yiddish le fameux « Lechatrila Ariber ». A priori, on passe au-dessus. Ses prédécesseurs avaient toujours parlé d'égal à égal avec les dirigeants russes quand ils affrontaient les persécutions. Mais lui, il ne parlait pas d'égal à égal. C'est lui qui était au-dessus. C'était lui qui menaçait. Et qui, lorsque les premiers pogroms, les avant-coureurs seulement des pogroms, c'était un visionnaire, évidemment, comme tous les rabbis, lorsque les signes avant-coureurs des pogroms avaient éclaté en 1879, il y avait eu quelques petits pogroms épars, il avait tout de suite été à Pétersbourg, la capitale impériale, il avait rencontré le ministre de l'Intérieur, il les avait menacés de faire pression sur les grandes banques Rothschild, Warburg, Perrer, les grands banquiers occidentaux pour mener une guerre économique pour faire craquer l'Empire russe. Et ça n'avait pas dissuadé, le tsar, ça n'avait pas dissuadé les ministres. Bon, les pogroms avaient été suspendus pendant un certain temps, mais ils avaient repris. Et le Rabbi Marash se battait seul contre tous parce que, évidemment, il y avait des dirigeants communautaires juifs qui étaient des gens très très riches. Il y avait le mania des chemins de fer, le patron de l'industrie des chemins de fer russes, le célèbre Polyakov. Il y avait le baron Gainsbourg, qui était le Rothschild russe. Mais tous ces juifs avaient peur de perdre leurs privilèges et n'osaient pas suivre les directives du rabbi Marash, du rabbi Shmuel, qui leur disait il faut parler de haut et il ne faut pas hésiter à menacer. Et eux lui disaient au contraire mais écoutez, on va perdre nos privilèges. C'est pas possible, on ne peut pas se permettre de parler comme ça sur un ton de supériorité et de menacer le tsar et ses ministres. Et donc le rabbi Marash n'a pas été écouté et les pogroms se sont amplifiés. Et à cette époque-là, donc en 1881-82, peu avant sa disparition d'ailleurs, un an et demi, 2 ans maximum avant sa disparition, le rabbi Marash est entré en contact avec les membres, les jeunes sionistes du Bilou. Donc ces jeunes qui partaient déjà à défricher les terres en Eretz Israël et qui avaient pris comme sigle, encore une fois, les initiales des 4 premiers mots du verset du prophète Ishayahu, Isaïe, Bnei Yisraël, donc Bi, Lechu venelcha, allez et partons. Et puis la suite du verset, c'est Be'or Hashem, à la lumière de Dieu. Mais Be'or Hashem serait donné Bilouba. Il n'avait pas voulu le rajouter. Il se prétendait plus ou moins laïque. Et le rabbi leur a dit, si vous rajoutez les initiales de Be'or Hashem, votre mouvement ne s'appellera plus Bilou, il s'appellera Bilouba. Dans ma prochaine rencontre avec le gouvernement russe, je les menace et je les préviens que je quitte la Russie avec 100 000 familles de chassidim pour l'Empire ottoman, le grand rival de la Russie à l'époque. Mais les jeunes sionistes
qui étaient de grands idéologues, eh bien, ils ont refusé de rajouter les initiales de Béor Hachem, à la lumière de Dieu. Ils n'ont voulu garder que les 4 premiers mots, enfants d'Israël, levons-nous et partons. Et le Rabbi Marash a refusé de s'allier avec eux dans ces conditions. Et c'est ainsi qu'il y a eu, pour un temps, le divorce entre le mouvement Chabad, le mouvement Lubavitch, et le mouvement sioniste. Bon, il faut dire que dans le livre de Théodore Herzl et dans le livre des fondateurs du sionisme de l'époque, il y avait aussi une partie minoritaire du mouvement sioniste qui était très attachée à la religion, très orthodoxe, menée notamment par le Rav Kook, qui plus tard est devenu le grand Hammam d'Israël et que le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, a rencontré plusieurs fois, a conversé avec beaucoup d'amitié, beaucoup de respect, très longuement, lors de son séjour en Eretz Israël de 1929. Mais finalement, la tendance majoritaire du sionisme originel de Herzl, c'était une véritable désacralisation de l'identité juive. C'est-à-dire que n'est plus juif celui qui pratique la Torah, celui qui vient d'une mère juive et qui pratique la Torah. Nous ne sommes plus le peuple de Dieu, ça n'existe plus. Le peuple juif doit devenir un peuple semblable à tous les autres peuples du monde. C'est l'assimilation au niveau des États qui remplace l'assimilation au niveau individuel. Il faut être juif, dorénavant, ce sera quelqu'un qui sera citoyen d'un État où il y aura un drapeau, un gouvernement, une armée, et puis c'est tout. C'est ça, être juif. Alors évidemment, il s'agit d'une désacralisation de l'être juif. Ça touche à l'essence de notre identité et qu'on veut corrompre. Donc, ça a été momentanément un grand divorce entre le mouvement Lubavitch et un divorce qui s'est refermé, qui s'est refermé avec le temps, puisque à partir, déjà dans les années qui ont précédé la création de l'État d'Israël, eh bien, lorsqu'il y a eu le fameux vote de l'ONU le 29 novembre 1947, pour décréter si oui ou non on allait partager la Palestine jusque-là anglaise, puisque les Anglais avaient pris le contrôle de la Palestine turque, de la Palestine ottomane. Je rappelle que l'Empire ottoman contrôlait la Palestine et Israël depuis déjà plus de 5 siècles. Et auparavant, elle était sous contrôle byzantin, c'est-à-dire l'Empire romain d'Orient, et puis entre les deux, sous domination arabe. Et là, pendant 5 siècles, elle avait été sous domination turque, mais pendant la guerre 14-18, les Turcs avaient eu la mauvaise idée de s'allier avec les Austro-Allemands. Ils avaient donc perdu la guerre, et en 1917, le général britannique Allenby avait libéré Jérusalem et libéré Tel Aviv. Et donc, la Société des Nations de l'époque avait attribué à l'Angleterre un mandat pour administrer la Palestine, pour la guider vers l'indépendance, pour l'administrer entre-temps, qui a duré jusqu'en 1948. Et puis, alors que la Palestine était encore sous domination anglaise, sous mandat anglais, les Anglais n'en pouvaient plus, on en reparlera beaucoup plus tard en détail bien sûr, et le 29 novembre 1947, les Anglais avaient annoncé qu'ils renonçaient à leur mandat anglais sur la Palestine, qu'ils dorénavant, ils ne voulaient plus entendre parler de contrôler la Palestine, il y avait trop de problèmes avec l'Irgun qui menait des attentats sans arrêt pour les obliger à partir, les Juifs et les Arabes qui s'entretuaient. Donc les Anglais ne voulaient plus conserver la Palestine et ils ont déposé leur mandat à l'ONU, à la charge de l'ONU de s'en occuper. Alors l'ONU, elle a mené des enquêtes sur place, et puis elle a abouti à la conclusion qu'on ne pouvait pas obliger les Anglais, les Arabes et les Juifs à vivre ensemble, et qu'il fallait voter, oui ou non, pour un partage de la Palestine entre un État arabe indépendant et un État juif indépendant. C'était le fameux vote de l'ONU du 29 novembre 1947. Et puis, il y a eu un vote majoritaire en faveur du partage. Voilà. Et quelques mois plus tard, le 14 mai 48, le 5 Iyar, les derniers régiments anglais ont quitté la Palestine, Eretz Israël, et donc Ben Gurion a proclamé la renaissance de l'État juif. Alors, juste avant le vote de l'ONU, c'était un vote fatidique évidemment, tous les Juifs espéraient
que le vote serait favorable. Et un des dirigeants du mouvement sioniste, qui était, comme beaucoup de ces dirigeants d'origine chassidique, d'origine loubavitch, c'était Zalman Shazar, a envoyé un délégué demander au rabbi précédent une bénédiction pour que le vote soit favorable. Et lorsque le délégué d'Eretz Israël est venu rencontrer Rabbi Yosef Yitzhak pour lui présenter la requête de Zalman Shazar, qui plus tard allait devenir le président de l'État d'Israël. Le nom originel de Shazar, c'était Roubatchov. Et Zalman Roubatchov. Alors le rabbi précédent a répondu, vous venez de la part de Zalman Shazar, Roubatchov. Alors le délégué de Shazar a dit oui. Le rabbi précédent a répondu, j'espère que les Roubatchov d'Eretz Israël ne feront pas honte aux Roubatchov de Russie. Et ensuite, le rabbi précédent, quand il a entendu qu'on lui demandait sa bénédiction pour que le vote de l'ONU soit favorable, donc à la création d'un État juif en Eretz Israël, le rabbi a répondu, ce sera Bechesed ou Rachamim. Le jugement de Dieu sera porté avec bonté et miséricorde. Ça veut dire qu'il était favorable à la création de cet État. Et qu'il a donné sa bénédiction pour ça. En même temps, il a donné l'ordre à toutes les communautés Loubavitch, Chabad de Eretz Israël de participer à la guerre d'indépendance aux côtés de la Haganah. Tout simplement parce qu'il s'agissait de défendre la vie des Juifs. Maintenant, la dimension messianique de Eretz Israël, elle a toujours été présente quelque part, mais vraiment en filigrane, véritablement en filigrane, et il faudra en reparler plus tard. Voilà pour les fondements de la relation du rabbi et de l'État d'Israël. Aujourd'hui, on a parlé donc des racines anciennes, mais si on ne maîtrise pas ces racines, c'est difficile de comprendre le présent, et à plus forte raison l'avenir, c'est le passé qui nous délivre la clé de l'avenir, comme c'est bien connu. Chers amis, à dimanche prochain pour la suite des événements. Ouais, c'est à qui les masques qu'ils ont sur la porte? À qui sont les masques?